Donc ce soir, la conversation 1 se nomme Diffusion, partage et représentation des transformations de la ville. C'est un titre qui évidemment englobe énormément de choses, mais qui peut, d'une manière ou d'une autre, être abordé. Et nous allons, autour d'Alexandre Chemnitov, plusieurs personnes se regroupent, que je vais présenter de manière un peu comme ça chronologique. Donc Dominique Alban, qui est à côté de moi, qui est architecte, directrice générale du pavillon de l'Arsenal. Merci d'être là. Michel Lévy, architecte, qui fait partie aussi donc, des visiteurs, vous avez certainement eu l'occasion de voir dans le cadre des films qui sont présentés, des visiteurs successifs, dans le cadre de cette présentation, donc vous êtes un des visiteurs. Alain Lévy, que tout le monde connaît à peu près, qui est là et qui œuvre à Genève depuis de longues années, avec lequel Alexandre Chemnitov a une amitié particulière. Patrick Henry, qui est l'associé d'Alexandre Chemnitov et Alexandre Chemnitov, que je ne vous présente plus. Donc, une expo comme celle-ci, une collaboration que nous avons générée et initiée, ne peut pas se faire non plus sans remerciements, on va dire, un peu plus ouverts et généreux. Il y a la ville de Genève, vous l'avez compris, avec un partenariat maintenant qui s'inscrit dans une sorte de relation qu'on pourrait qualifier de continuelle. Il y a une volonté à la ville de soutenir la maison d'architecture et nous en sommes ravis. Il y a le comité de la maison d'architecture que j'aimerais remercier bien sûr qui a chaque fois soutenu notre démarche. À la ville de Genève, il y a aussi Mme Dominique Malgraf, Mme Laure Bélan qui ont œuvré très clairement dès le départ sur cette exposition. Et je pense que j'ai oublié des gens, c'est toujours comme ça en général. Bien sûr, une des personnes qui s'est associée à ce que j'ai engagé au départ, c'est Barbara Thiron. Je ne sais pas où elle a suivi effectivement le projet dès le début dans le cadre de la maison d'architecture. Voilà. Je vais passer la parole à Alexandre Chemnitov qui va donc ouvrir cette conversation et nous aurons l'occasion de revenir par l'intermédiaire de notre site internet ma-ge.ch sur les futurs événements qui se lanceront, c'est-à-dire 7 juin et 1er juillet, en sachant que toutes ces conversations qui auront lieu à la maison d'architecture, donc à la salle Isabelle, seront précédées de 2 visites commentées d'Alexandre Chemnitov le jour de la conversation, c'est-à-dire le 7 juin et le 1er juillet, visite commentée qui aura lieu évidemment dans l'exposition à partir de midi et 14h30. Donc ça, vous aurez l'occasion de pouvoir évidemment comprendre la méthode d'Alexandre Chemnitov, sa réflexion sur le territoire à travers un commentaire qui sera fait par lui. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci. Donc, je voulais remercier Christian Dupont pour cette introduction. Et puis, effectivement, on a souhaité que cette circonstance, enfin, cette réunion, cette assemblée, soit une conversation et non pas un exposé. Et si on a souhaité qu'elle soit une conversation, c'est pour dire que ce droit de visite dont on parle, qui est le droit de visite de l'exposition, mais qui est aussi le droit de visite qui a permis de construire cette exposition, le droit de visite qui permet, sortant de cette exposition, évidemment, de regarder la ville, celle dont a parlé brièvement Rémi Pagani. Et, au fond, il y a cette idée que pour accompagner les choses, pour accompagner ces circonstances dont on vient de parler, ces convergences, ces coïncidences, la conversation était un exercice auquel on proposait de se livrer ce soir, pour parler d'une exposition, mais pour parler aussi, comme l'a fait Christian Duprat, d'un certain nombre de coïncidences entre les thèmes de cette exposition et le lieu dans lequel nous nous trouvons. Car en effet, j'avais été invité à Genève pour enseigner dans l'école d'architecture, l'Institut d'architecture, et j'avais été frappé par le fait que cette école s'intéressait à la fois à la carte, à la représentation du territoire genevois, et j'avais été tout à fait impressionné par ce travail de représentation du territoire
qu'elle a entrepris à la révéler, et puis surtout cet écho que cette carte trouvait par rapport à la représentation de cette vie. Et je me souviens notamment de l'introduction qu'avait fait André Corbeau à cette carte, et la carte devenait tout autre chose, c'est-à-dire qu'elle n'était pas seulement la représentation de la ville, elle ouvrait un espace qui était aussi un espace de dialogue entre la ville telle qu'on la percevait, la ville telle qu'on pouvait la parcourir, et la ville telle qu'elle s'était formée. Et donc il y avait dans cette école à la fois cette attitude-là, et puis une autre attitude sur effectivement la dimension qu'on peut appeler territoriale, paysagère, et l'aventure notamment qu'elle a entrepris Georges Descombes autour du Grand Nancy, la découverte de cette rivière, de ce ruisseau, de ce cours d'eau, et cette manière de lier l'art du paysage avec l'art de la mémoire, ce qui avait donné l'occasion à Sébastien Marot d'écrire dans la revue Le Visiteur ce texte si extraordinaire au fond sur le lien qui pouvait exister entre la simplicité de la mise en œuvre de ce projet, fait de quelques parpaings, de quelques prairies, de bouquets d'arbres, de ce cours d'eau redécouvert, et d'une idée qui allait chercher beaucoup plus loin, au fond, quelque chose qui avait à voir avec l'identité de ce territoire et la révélation à propos d'une question presque triviale posée, l'invention du programme. C'est-à-dire comment ce projet, s'investissant dans ce lieu, pouvait transformer en monument quelque chose qui ressemblait à la mémoire commune au fond d'un pays, d'une assemblée, et qui n'est pas sans rapport avec ce que je disais à l'instant sur l'art de la conversation, c'est-à-dire le projet comme un art de la conversation avec le territoire. Et cet art de la conversation mobilisant aussi les ressorts de la mémoire, du savoir, de la connaissance. Et puis dans la même école, on s'intéressait à la restauration des bâtiments, à la réhabilitation, à la restauration du patrimoine de l'architecture contemporaine, de l'architecture moderne. Et on avait visité avec Marcelin Bartassa et son équipe les bains des Paquis. Et cette idée que la réparation d'un ouvrage au milieu du lac, un ouvrage de béton fragilisé comme ça, que cette redécouverte attentive de ce lieu pouvait donner lieu à un projet fait à la fois d'invention et d'attention, de savoir constructif, nous paraissait complètement éclairant. Et quand on mettait côte à côte, au fond, cette dimension de la représentation cartographique du territoire, de la redécouverte d'un ruisseau et d'un morceau de ce territoire comme un lieu de mémoire, et ce travail d'attention autour de la transformation des bains des Paquis, se dessinait véritablement un territoire de projet que d'une certaine façon, et ailleurs en d'autres circonstances, nous allons explorer. Et c'est ce chemin qui va de la carte au chantier, du petit ruisseau à l'idée de la mémoire partagée, des livres ouverts au carnet de croquis, des dessins et de leur influence sur l'invention du programme dont il pourrait être question ce soir. Et c'est pour ça qu'on a imaginé que cette conversation puisse être une conversation dans laquelle on compte Dominique Alba, qui est aussi témoin d'un des parcours qu'on a fait pour préparer et cette exposition et ce livre, en reparcourant les bords de la Vilaine et le projet de Rennes, à une époque où l'un et l'autre nous nous trouvions responsables de deux quartiers dans cette ville. Et si on a imaginé qu'il était intéressant que Dominique Alba vienne dans cette conversation ce soir, c'est aussi parce que depuis, elle s'occupe du pavillon national à Paris, qui est un lieu de diffusion de l'architecture, et en même temps qui est une vitrine en quelque sorte de la ville, dans laquelle on peut
consulter des plans, des cartes, voir des maquettes, et visiter en quelque sorte Paris, et ce qui vient d'arriver et qui est tout à fait singulier, ce qui est en train d'advenir autour du pavillon d'Arsenal, c'est que cette ville est en train de sortir de sa limite du périphérique qui l'avait longtemps enfermé, pour s'ouvrir à un territoire infiniment plus grand, celui d'une métropole qui associe en son centre et des territoires éloignés de la banlieue et des parties du centre que l'on dit historique. Et puis, ça c'est une partie de l'activité de Dominique Alva. L'autre partie, c'est de s'occuper, aux côtés de Roltanguy, de Francis Roltanguy, de l'atelier parisien d'urbanisme, de l'agence d'urbanisme de Paris, qui est aussi en train de sortir des limites de Paris intramuros, pour se poser naturellement la question et de la représentation de ce territoire et de sa transformation. Et donc on voit bien qu'on passe insensiblement de lieux de communication, d'ouverture au projet, à des lieux où l'on envisage la transformation des lieux, et donc on se pose la question de la façon dont on partage la connaissance du territoire. Et puis ensuite, à côté de Dominique Alva, donc c'est Michel Lévy, qui vient de Nantes, qui habite dans l'île de Nantes. Il habite dans un des bâtiments qui est au bord de la Loire, et il a au pied de son bâtiment vu cette ville se transformer. Mais il n'est pas là en tant qu'habitant de l'île de Nantes. Il est là pour d'autres qualités aussi, qui sont d'être un voyageur, un visiteur. Donc passant d'une activité d'architecte, construisant au centre de la Bretagne une petite mairie, comme un parallélépipède parfait de granit posé au milieu de cette commune, réinterrogeant la question au fond de la localité, avec une radicalité et un engagement particulier. Et maintenant, ayant choisi de s'intéresser au voyage, et allant de ville en ville, pour faire partager au fond ce goût des villes, ce goût des bâtiments, ce goût des constructions, et dessinant comme ça une sorte d'itinéraire de ville en ville, qui, à sa manière aussi, dessine comme ça les horizons d'une ville imaginaire, c'est-à-dire d'une sorte d'utopie. D'un paysage qui serait constitué comme ça, où les rues de Genève se prolongeraient quelque part à Lausanne pour arriver à Zurich et insensiblement passer par Milan, et puis revenir par Madrid, passer par Bordeaux, Copenhague, Paris, et dessiner comme ça une sorte de ville infinie qui parcourrait sans cesse, invitant les uns et les autres dans ce voyage. Et puis, à ses côtés, il y a Alain Lévédé. Donc, on connaît Alain Lévédé comme auteur de l'Atlas. Mais aussi, pas plus tard qu'avant-hier, on était aux prises dans l'exposition en bas avec ce jouet extraordinaire, cette petite manette qui permet de parcourir la ville, de la voir comme Patrick Guedes pouvait le faire dans son Outlook Tower au milieu de la ville d'Édimbourg, pour faire rentrer tout d'un coup la réalité et confronter aux utopies la réalité de la ville telle qu'on pouvait la voir, où tout d'un coup la vraie ville devenait aussi comme l'image du plan. Et pour pouvoir à la fois protéger le mécanisme délicat qui permettait de voyager comme ça dans l'image de Genève, on a imaginé construire une petite boîte. Et sur cette petite boîte est collée une planche de la place. Et on a découpé donc cette boîte, c'est un trou circulaire, à l'endroit précis où nous sommes, et maintenant on peut visiter Genève en étant situé dans la place d'Alain Lévédé.
Et on comprend que les différentes périodes auxquelles il est fait référence, celle d'avant le cadastre napoléonien, celle d'après le cadastre napoléonien, d'autres encore plus récentes, et cette sédimentation de la ville ne s'est pas arrêtée au fond aux limites de cette carte, mais nous renvoie à ce droit de visite, celui qu'on peut, d'une façon assez indiscrète, accomplir en tournant la petite manette, qui permet aussi de voir sur le toit de l'édifice auquel on a placé la caméra des ruches et des abeilles. Et ces ruches et ces abeilles, un peu comme une sorte de boucle par rapport au travail que tu avais entrepris, c'est un travail qui consiste à aller butiner dans ce territoire et de recueillir toutes ces informations pour les ramener dans la ruche qui était l'atelier de dessin, de cartographie. Ces ruches installées par Olivier Darnay, celui qui à Saint-Denis encore hier faisait ce miel de béton, tellement supérieur au miel de la campagne, puisqu'il est fait d'une hectare de plantes beaucoup plus variées que celles qu'on trouve dans la campagne. Et donc ce qu'il montrait, Olivier Darnay, dans le territoire de la Terre Saint-Denis, c'est qu'on pouvait y fabriquer du miel, donc ce miel de béton, succulent, fait d'une infinité d'assemblages, de diversité du territoire de nos villes. Et cette cartographie, au fond, elle fait penser à ce travail que font les abeilles en ce moment. On voyait en inclinant la caméra et en se retournant vers ces ruches et pensant qu'il y avait là cette grande lumière, au fond, qui est installée dans la rue en bas, en face du temple, comme un service rendu à la ville. Il y a d'un côté la fontaine avec les seaux marqués pour éteindre l'incendie. Et puis, sur le côté, cette bande de miel avec ses ruches qui lutinent. Et puis enfin, pour passer à la construction de ce projet, je vous présente Patrick Henry, qui est mon associé et qui est aussi une sorte de visiteur de l'intérieur. Quand on a imaginé comment visiter la production de l'agence, on s'est dit que cette complicité qu'on peut nouer les uns et les autres en fabriquant des projets, ça serait intéressant qu'on s'en serve presque comme un instrument de découverte du travail qu'on était en train de faire. Pour regarder qu'est-ce que nous étions en train de produire et d'une certaine façon exposer non pas un travail achevé, mais un travail en train de se faire. Et donc c'est pour ça que, d'une certaine façon, on a imaginé que le livre soit un livre de visite, dans lequel on allait en une journée visiter des projets tels qu'ils étaient, qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, sous la pluie ou par un grand soleil, et que les circonstances de la visite comptaient autant que celle de la fabrication du projet. Et que tout était relatif, si vous voulez, les circonstances de fabrication du projet, comme les circonstances de sa découverte et de sa visite. Et d'une certaine façon, les visites qu'on entreprenait étaient aussi une manière de dater le regard qu'on pouvait porter sur les choses. Et qu'il n'y avait pas d'un côté des projets en train de se fabriquer, et de l'autre côté une sorte de regard qui serait abstrait de l'histoire, mais que le regard qu'on portait sur les projets, que la visite elle-même était aussi un espace actif, et qu'elle mobilisait dans le temps et dans l'espace également nos savoir-faire. Et donc c'est ce travail qu'on a accompli, qui est un travail au fond à la fois je disais de Patrick qui était le visiteur intérieur, mais aussi un travail critique que Patrick a accompli pour faire qu'il ne s'agisse pas simplement de la publication d'un projet, mais du regard porté sur des projets en train de se faire. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, en visitant l'exposition, tiens, c'est curieux, on dirait un peu un travail d'étudiant. Et j'ai trouvé que c'était un compliment extraordinaire. Parce que, si vous voulez, effectivement, c'est un travail en cours. Si on dit étudiant de quelqu'un qui est en train d'étudier, effectivement,
il n'y aurait pas de meilleur compliment à nous faire que d'imaginer que ce qu'on est en train de produire, on le fait en étudiant. Et que produire, c'est étudier les circonstances dans lesquelles on peut fabriquer des projets, échanger comme nous le faisons ici, et au fond, sur un pied d'égalité, puisque tout à l'heure il y avait quelqu'un qui manipulait ici des chaises, des estrades, des fauteuils, et se posait la question de la disposition des lieux. On a pensé que l'esprit de cette salle, l'esprit de cette ville, d'une certaine façon, c'était que chacun puisse être assis sur des chaises assez sommaires, en contreplaqué comme ceci, avec ces tubes métalliques, et qu'on soit sur ce plancher qu'on avait sans doute vu d'autres, pour parler du travail qu'on a exposé, qu'on expose en bas, et dont chacun ici, à sa manière, va nous parler en parlant de ce qu'il fait, du point de vue qu'il a, et de ce décalage, au fond, d'user à sa guise de ce droit, qui est au fond un droit de visite. Donc, pour commencer ce parcours, j'ai envie de procéder dans l'ordre inverse de celui que nous venons de suivre, pour commencer par poursuivre cette conversation qu'on a commencée, Patrick et moi, pour imaginer comment ce projet naissait, comment il allait aussi, il devenait un projet itinérant, puisque cette exposition avait été conçue pour un lieu à Bordeaux, et qu'on s'est posé la question de savoir, quand on s'est rencontrés, et qu'on a, dans cette salle des abeilles, après avoir parlé du projet d'Île de Nantes, on a imaginé comment poursuivre cette conversation, on s'est mis en situation de rendre cette exposition itinérante et d'imaginer qu'elle pouvait commencer elle-même à voyager, à bouger, à s'accrocher différemment, à être la même et un peu différente. Et donc c'est sur cette itinérance que je passe la parole à Patrick. Ça ne marche pas, si marche aussi. Oui, cette itinérance, ce qui est très intéressant, c'est que le pape, comme l'a dit Alexandre, est très content effectivement d'être là, parce que, je sais pas, ça prend effectivement une résonance particulière par rapport au travail qu'on mène à l'agence. Petit point, question tout à l'heure, on a présenté comme l'associé d'Alexandre, donc plusieurs associés. Voilà, donc il y a Michael Hézy, il y a Catherine Fiardé, il y a Pierre Amiot, il y a Yannick, donc il y a toute une équipe aussi de cette histoire, de ce projet. Et cette itinérance, en fait, elle apporte une grande qualité, je trouve, à cette exposition. C'est un peu la réflexion qu'on se faisait en la montant ce week-end et les semaines qui l'ont précédé, parce que on avait imaginé à Bordeaux, à Forêt, lorsqu'on a été invité l'année dernière à présenter ce travail, à montrer l'exposition qui était un peu définie. Et le fait de l'avoir imaginé aujourd'hui comme une chose itinérante, on espère pouvoir le placer un petit peu partout, en tout cas dans quelques autres endroits en Europe. Ça nous a obligé à la simplifier, à la rendre peut-être plus essentielle, à la fois dans sa forme, dans cette manière d'accrocher les choses, que effectivement certains, comme on entendait tout à l'heure, c'était un peu comme un travail d'étudiant, comme ça c'est léger, etc. En même temps, cette manière un peu légère de présenter des choses, ça nous intéresse, parce qu'il y a une espèce à la fois de simplicité, de rapport assez direct avec le support, avec ces échafaudages qui ont été montés, traités, c'est une question de ce montage de cette exposition qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est la question de l'économie, qui est aussi un thème sur lequel on travaille beaucoup à l'agence. Et c'est vrai que le fait que cette exposition soit une exposition HR, peut-être sans doute, mais en tout cas, ça lui donne beaucoup de valeur, je trouve. Parce que cette question, justement, de travailler comme ça sur des situations qui sont chaque fois différentes, mais en même temps, en alignant finalement notre matériel, on pourrait dire que l'exposition, c'est comme un projet, c'est comme un site qu'on découvre, c'est un nouvel endroit, puis on n'y vient pas véritablement les mains vides, on vient, en l'occurrence, avec des panneaux, des affiches, des documents, principalement de papier, quelques films réalisés par Arnaud Galfani et Antoine Bourreau qui sont aussi dans la salle. Mais en même
même temps, on trouve aussi un contexte, on trouve aussi des gens avec lesquels on discute de cette exposition, la question du parc, on était à l'initiative, Laura Guénon, Barbara Théron, tous ceux qui m'ont accompagné cette exposition, puis en chemin faisant, le projet d'exposition se transforme. Et finalement, c'est comme un projet, puisque depuis quelques années que je travaille, que je partage ce temps de travail avec Alexandre, on est sans cesse confronté à ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on arrive toujours dans un endroit avec la volonté d'abord de découvrir, la volonté de l'appréhender, de comprendre, puis ensuite peut-être de s'en faire une première idée, de voir et revoir. Souvent, c'est ce jeu comme ça qu'on pratique dans les visites, puisque c'était aussi le thème du livre. Il y avait ce jeu de travailler autour de l'idée de présenter, de représenter, l'idée de voir et revoir les lieux, et puis l'idée de connaître et de reconnaître comme on peut reconnaître les arbres en botanique, comme on peut imaginer qu'on nomme les choses, on les reconnaît, on les nomme, on les écrit, et finalement le travail qu'on mène ici ou là, dans les projets qui sont présentés, mais aussi dans ceux qu'on continue à mener, c'est un peu ce travail de rentrer dans un lieu, de le découvrir, d'essayer de le connaître, de le reconnaître, de le représenter, de le présenter, d'essayer de voir comment on peut, dans ce passage de la description, de la découverte d'un état des lieux, on peut déjà percevoir des pistes d'un projet, de transformation possible. Et tout ça, ça m'amène un peu directement à cette question de la représentation, qui est un thème, effectivement, dont on parle beaucoup à l'agence. C'est une manière de représenter, ou au contraire de ne pas vouloir représenter, comme on l'entend souvent, comme on l'entend parfois dans les images d'un projet, quand les images finalement sont tellement fortes, un projet qu'on peut réaliser ici ou là, et qui finissent par remplacer le projet lui-même. On essaye on s'interroge beaucoup sur la manière de présenter les choses et de les présenter. Comment on arrive avec des documents qui ne résument pas les choses, mais qui essaient de leur donner toute la complexité. On va parler de la carte avec Alain, évidemment. Comment, avec le conduite de l'île de Nantes, comment dans le dialogue sur cette représentation de l'état des lieux qu'on a affiné au fil du temps, qui n'a jamais cessé finalement d'exister, qu'on n'a jamais cessé de représenter. Tout d'un coup, on voit apparaître le projet, et le projet qui se fait nourrit l'état des lieux, autant que l'état des lieux peut nourrir le projet. Et dans ce rapport comme ça, dialectique, du dialogue finalement entre l'un et l'autre, se trouve l'espace du projet. C'est dans cet espace-là qu'on essaye de travailler. Ici ou là, à Nantes, vraiment assez intéressant, puisqu'elle a duré des années, de 1999 à 2009, puisque s'est achevé à la fin de l'année dernière. Et comment dans ce travail justement de représentation, de présentation, de connaissance et de reconnaissance du site, on a essayé de transformer cette île, cet endroit assez incroyable déjà par lui-même, et comment à partir de ce site lui-même, on a essayé de redonner une espèce de nouvelle vie, de nouvelle vigueur. Et on essaye de mener ce travail un peu partout, parce que la question qu'on se pose souvent avec Alexandre, c'est un peu comment on va échapper aux images, justement, comment on va échapper à la simplification de la représentation des choses. Alors on est évidemment parfois obligé, parce que les concours, parce que telle ou telle contrainte nous oblige à représenter d'une manière plus conventionnelle les choses. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de voir comment on peut décomposer suffisamment les choses et montrer dans ce qu'elles ont de plus intéressant, peut-être même parfois dans ce qu'elles ont de plus trivial, comment on peut réussir à montrer ce qui est intéressant pour transformer un site. Parce qu'il y a des choses à voir partout. On est même étonné parfois de se confronter à des maîtres d'ouvrage qui ne voient pas les sites sur lesquels ils travaillent, et sur les sites qu'ils devraient connaître, puisque c'est eux qui lancent l'hypothèse à un instant T de pouvoir les transformer, et pour autant, ils ne les connaissent pas, ils ne les voient pas. Ils ne les voient pas. Et donc finalement, le travail principal qu'on mène au début, en tout cas des projets, c'est de donner à voir, au fond cette façon de donner à voir un peu les choses pour essayer de révéler finalement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe sur ces terrains. Et on a été frappé là récemment, la semaine dernière, on est allé présenter un travail qui est d'ailleurs montré à l'édition à Nanterre, près de la Défense, et on essayait d'avoir un propos qui tenait plus presque de la méthode finalement, comment on va prendre les choses, comment on va partir de ce territoire, un territoire qui est façonné par les infrastructures, un territoire extrêmement haché, qui a été découpé, qui n'est pas autoroute,
qui passe du réseau ferroviaire de la gare Saint-Lazare, etc. C'est un territoire extrêmement chaotique. Mais comment, à travers ce chaos apparent comme ça, on peut retrouver une qualité et on peut retrouver des choses qui peuvent nous permettre d'imaginer une transformation. Et pas une transformation qui se ferait en oubliant cet état des lieux, mais au contraire en prenant compte de cet état des lieux. Et on a face à nous deux attitudes assez radicalement opposées. C'est-à-dire une attitude à la fois intéressée, parce que assez pragmatique et assez économique dans sa formulation, c'est-à-dire voilà, il y a des terrains disponibles, il y a un état des lieux, il y a des potentiels, il y a des choses à voir, il y a des choses à réveiller, et on peut construire. Il ne s'agit pas juste d'aménager quelques rues, mais construire quelques millions de mètres carrés de choses, puisque je le rappelle, on est dans la sphère de la défense, et qu'en même temps il y a eu une frustration de nos interlocuteurs qui avaient l'impression qu'on ne leur donnait pas suffisamment à rêver, et qu'ils avaient envie d'avoir des images justement. Et moi j'avais envie de lancer aussi ce débat autour de la table, j'allais dire il n'y a pas de table, mais autour de ces chaises, un peu la question de cette idée de la représentation, de ces images qui souvent résument les projets, et quand le discours est passé, quand le travail est en train de se faire, elle reste comme simplement le témoignage du projet, mais pas dans sa réalité. Et à la Défense, c'était très frappant parce que là-bas comme ailleurs, mais peut-être plus là-bas qu'ailleurs, pour des questions de pression foncière, d'enjeux. On est dans le Grand Paris, on est dans cette métropole dont Alexandre parlait tout à l'heure, et peut-être Dominique nous parlera aussi. On a l'impression que le fait de dire que tout est là, que tout est donné, que finalement il y a des choses qui peuvent servir à la réalisation du projet, ça ne suffit pas. Et pourtant, nous, on pense tout à fait le contraire, c'est-à-dire que tout est là, et qu'il faut juste se donner le moyen de le représenter, de le voir. Et voilà, j'ai envie de parler de ça en début de cette conversation et essayer de voir comment dans ces épaisseurs, on parlait de la carte, cette complexité finalement de la ville, on peut arriver à dire que voilà, le travail reste à faire, mais le travail est là, il est donné, et le lieu c'est une ressource, c'est une ressource au projet, c'est pas une contrainte. Et comment, à partir de tous ces éléments, tout ce qui nous est donné à voir dans cette formule, on peut imaginer la transformation, la mutation des territoires sur lesquels on travaille. Je vais tenter de poser les questions dont tu as manifesté la réponse. Parce que je pense que votre travail est pour beaucoup cette attention, cette obsession descriptive de ce à quoi on a affaire. Vous êtes, me semble-t-il, souvent, tout le temps, en train de d'écrire, de dessiner avec une très grande précision les conditions du territoire sur lequel vous arrivez et dont vous allez chercher les aptitudes à être autre chose. Un Corbeau a écrit un texte qui s'appelle Aptitude territoriale, je ne sais plus quoi, et aptitude territoriale. C'est effectivement cela, c'est-à-dire les compétences concrètes qu'auront, qui a ce territoire dans lequel vous arrivez, que vous décrivez et décortiquez, mais surtout dessinez avec une énorme attention, et qui, dans votre démarche, arrivera à en donner une description très grande, un état des lieux avec lequel vous négociez, vous entreprenez l'investigation qui amènera à débusquer justement ces compétences, ces aptitudes du territoire à être par endroit autre chose que ce qu'il est aujourd'hui, et que cette question du programme qui apparaîtra
exactement à l'épreuve que vous faites passer au territoire à la question du projet. Hein, vous dites de quoi es-tu capable d'être quelque chose. Alors bien sûr, il y a en amont des questions qui vous sont posées par des mandats, et puis il y a le territoire sur lequel vous travaillez, que vous représentez et que vous allez, disons, passer, oui, je crois, à l'épreuve de qu'est-ce qui pourrait être autrement que ce qu'il est aujourd'hui. Et cela, cette démarche-là, où je la vois, en tout cas de façon assez significative dans deux circonstances, en particulier à Nancy et à Nantes, et à l'île de Nantes, où la mécanique de description, d'état des lieux et de confrontation permanente avec les propositions de modification que vous allez proposer va construire ou développer la notion de plan guide. Et ce plan guide, qui est en fait la carte du territoire avec les adjonctions, avec les corrections, avec les amendements de l'interprétation que vous avez faite de cette situation, des aptitudes de ce territoire à devenir autrement, eh bien, et ceci de façon continue, de façon récurrente, et en cela, le plan guide qui est corrigé tous les jours, quasi tous les jours, fabrique un nouvel instrument, me semble-t-il, de projet d'urbanisme qui est très éloigné de la lourdeur ou de l'inertie gigantesque qui est associée à la notion de planification. Urbanistique, mais aussi de planification familiale, il y a des conséquences d'anticipation erronée, alors que la condition que vous avez associée à cet instrument particulier d'urbanisme est l'adaptation, je ne dis pas la correction continue, mais l'affinement progressif qui va déterminer les projets, les propositions qui elles-mêmes sont une interprétation des choses trouvées. Hein, dans le cas de Nantes, mais dans le cas de Nancy, on trouve le haut du lien, des choses qui sont données par l'histoire de cette ville, et que par la description attentive et l'amendement progressif que vous proposez, met cet ensemble-là en situation. Et cette façon de procéder, d'abord m'intéresse énormément parce qu'elle construit une notion, la notion de plan guide, de schéma directeur, ou schéma d'aménagement de Nancy, m'intéresse beaucoup parce qu'elle comprend aussi une part de ce que nous avons tenté de faire dans l'atlas du territoire. C'est-à-dire de décrire ce territoire dans ses compositions, dans son processus de formation-transformation qui produit l'espace que nous connaissons aujourd'hui, et qui, et pendant un certain temps, Alexandre a beaucoup aimé ce travail, la tâche du territoire, parce qu'il dit le projet est déjà là. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est une surinterprétation, c'est une surinterprétation des vertus de la classe. La classe qui décrit cette situation, mais peut-être qu'il met le pied dans le processus à venir d'une transformation possible qui prendrait en compte précisément la question du territoire et qui va signaler, montrer, opérer, décrire là aussi un certain nombre de formes territoriales passées dans les formes territoriales présentes. Et c'est celles-ci qui vont peut-être être une aptitude à être autre chose que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est cet aspect
instrumental du Tandil et cet aspect méthodologique de cette élaboration attentive, patiente, progressive, délicate de l'élaboration du projet. Et ce qui produit, me semble-t-il, une architecture de la ville qui procède à partir de son ordinaire et qui produit un ordinaire de la ville sans gesticulation que l'on retrouve de temps à autre dans la production urbanistique architecturale. C'est ce caractère, je ne dirais pas d'extrapolation, c'est pas mécanique, mais c'est ce rapport d'intelligence qu'il y a de l'interprétation de ces compétences de la ville à être, ou de cette partie de la ville à être, ce qui devient le projet. Ce qui était le plus intéressant à mes yeux dans la classe, c'est que ça montrait le passé, c'est au fond la notion de patrimoine, comme une notion en mouvement. La plupart du temps, on imagine qu'on est en train de bouger et qu'auparavant, il y aurait une espèce de fixité de l'image historique. Comme si ce qui était de l'ordre du passé était une sorte de réalité un peu globale et intangible. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que montrer que au fond, la formation du territoire et de la forme du territoire est une formation qui bouge d'année en année et qui a bougé dans cette sorte de futur antérieur qui place le passé au fond comme une succession de conquêtes et de mouvements dans l'histoire. C'est qu'on regarderait ce qui est advenu comme une succession de projets ayant plus ou moins abouti, plus ou moins réussi, se superposant les uns des autres, comme un récit au fond d'une tentative continuelle de transformer les choses. Et si on regarde à ce moment-là ce qu'on voit comme étant le témoignage de ces mouvements, parfois heureux, parfois malheureux, tout d'un coup, la question du projet se situe différemment. Parce que se pose la question non pas de savoir ce qu'on va faire, mais comment on continue, ou comment on prolonge, ou comment on répond à quelque chose qui aurait eu lieu, comme s'il y avait eu une action dont il fallait deviner les tenants et les aboutissants, pour savoir comment la poursuivre, la trahir, la contredire, aller avec ou contre, mais se situer par rapport à ça. Et du coup, se libérer de cet énorme poids du passé en faisant un domaine extraordinaire de découverte. Comme s'il y avait là, dans le rétroviseur de la voiture, autant à voir que dans le pare-brise qui avance. Et que c'est ce mouvement de la carte que je trouve extraordinaire et qu'on voit dans la légende, puisqu'elle montre, elle date les choses. Et je pense que c'est l'idée de la datation, c'est-à-dire de situer chaque action comme ayant eu lieu à tel moment. On la retrouve aussi, puisque j'en faisais allusion, dans la manière même de conduire les travaux, c'est-à-dire de faire que sur un chantier, jusqu'au dernier moment, avec un relevé qui serait fait par une entreprise, on ait la possibilité d'intervenir par rapport à ce qu'on aurait trouvé. La bordure qui était là, le regard ici, le défaut d'un mur à tel autre endroit. Et comme si on pouvait prendre presque l'habitude, dans la contemplation non plus d'un monde fixe, d'un monde en mouvement, d'accepter les imperfections permanentes du monde qui nous entoure, et y compris celles et ceux qui l'habitent et qui le parcourent. Comme si l'étrangeté et l'hétérogène étaient la matière possible du projet. Et à ce moment-là, dans l'espace du projet, on peut inviter les autres. Et on n'est pas seulement sorti de la planification, on n'est pas seulement sorti des plans quinquennaux, mais on peut imaginer que chemin faisant, le projet se faisant, d'une certaine façon, on peut les autres et que
accepte aussi cette part d'altérité, que les images, forcément, dans leur accomplissement, et là c'est là où je reviens sur la question des images, les images seraient des promesses qu'on ne sait pas tenir. Et la question, c'est comment arrive-t-on à mettre dans l'espace de la conversation, du projet entendu comme une conversation, non pas une série de promesses qu'on ne saurait pas tenir, mais quelque chose qui, chemin faisant, arriverait à donner forme à une possibilité qu'on aurait entrevue au moment où on l'envisage en regardant le projet au début, ou sur le chantier, face à une situation auquel il faut répondre pratiquement séance tenante, et c'est celle-là qui, à la fin, va dessiner le véritable espace dans lequel on habite. Et c'est cette possibilité de dire que le projet n'est pas l'exécution, mais la réalisation, que la carte ne représente pas un projet comme une espèce de plan fini, mais un plan en mouvement. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont intéressés aux cartes savent qu'on ne sait jamais si elles représentent des projets qui se sont réalisés ou des idées projetées sur ce territoire et que l'une et l'autre se mélangent. Et que donc, dans tout ça, intervient aussi le point de vue. Et c'est effectivement ce chemin-là qu'on essaie de faire et que peut-être Michel Lévy peut reprendre à ce moment-là la conversation au fond de ce bout. Je crois que quand on a fait quelques voyages autour de l'île de Nantes, il y avait cette idée de l'aller-retour. Et je me souviens, on avait été dans certains voyages, on avait dit il y a l'aller de Nantes vers Bâle, ou de Nantes vers Rotterdam, ou de Nantes vers Valence, ou de Nantes vers Barcelone. Et il y a aussi le retour, c'est-à-dire comment on organise ces allers-retours de ville en ville et de situation en situation. Eh bien, quel voyage. Alors, je vais réagir tout de suite après Alain, mais je vais faire un petit détour, terrible de plus, pour essayer d'expliquer cette boucle. Moi, je suis très content d'une chose. Elle se précise la deuxième étape de l'exposition. L'exposition, je crois, un petit grain de sable dans le fait d'avoir donné envie de la faire, et de donner envie, surtout de faire démontrer, d'expliquer, surtout pas, de faire donner un lieu d'explication pour ton travail. Parce que j'ai donc fait 20 ans d'architecture, comme architecte, croyant et pratiquant, et j'ai fait un certain nombre d'édifices, lesquels, donc, j'ai cité sans doute peut-être celui dont je peux être le plus rassuré, quant à la légitimité de son installation en territoire. Mais pour les autres, je vais faire comme les autres, un acte de violence assez puissant. Et ces 13 années, qui me séparent de la fin de mon métier d'architecte constructeur, m'ont permis de me poser beaucoup de questions. Surtout que ces questions, au travers de ces allers-retours, je me las pose tout le temps. Et en voyant les deux Nantes devant chez moi, puis chez moi, là, se construire, se transformer, j'ai une deuxième vision de me dire qu'est-ce qui va bien pouvoir se faire. Et j'ai surtout entendu mes voisins qui se sont dit qu'est-ce qu'on va encore casser, changer, transformer. Puis dans l'immeuble, un certain nombre de personnes d'un certain âge, donc on est dessus difficilement, hein, et puis n'aime pas qu'on transforme les choses. Puis les travaux sont faits, et puis une fois que les travaux sont finis, les mêmes gens m'ont dit alors, c'est toujours allé comme ça. Alors, je m'en suis posé la question de dire est-ce que ce n'est pas assez spectaculaire? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Et pourtant, le projet est en train de se faire. C'est-à-dire que là où on ne marchait pas, on marche. Là où on n'allait pas à côté de on y va. On a toutes les proximités qu'on peut avoir dans la Loire, et ça continue, même en période de crise. On continue de développer ce projet qui a certainement marqué, je vous invite à faire dans le sens inverse le projet que j'ai fait. J'ai fait Nantes-Genève avec un vol direct. C'est un low cost que je ne précise pas beaucoup, mais il marche dans les deux sens. Allez voir cette étape de transformation qui fait que s'oppose, c'est pas le mot, la démarche qu'Alexandre et son équipe mène est
est une autre forme de proposition de l'urbanisme par rapport à tout ce qu'on peut mettre un peu avant. C'est-à-dire que si avant, je peux rencontrer beaucoup de gens qui prennent assez fortement la température de ce qui était pour faire ensuite. En revanche, ceux qui font sans cette conscience-là, il y a un beaucoup d'hommes. Et parfois, je me demande si ce n'est pas, d'une certaine façon, une forme de recherche. Je me souviens d'une très belle introduction de Baron Belsky, qui était le directeur du NAI de Rotterdam, et qui disait, au fond, l'architecture, c'est ce qui remplace la terre. Voilà le péché originel de l'architecture. Et c'est vrai qu'on fait un acte de violation de ce qui est. Alors bon, on ne va pas tout faire sur la terre, on a aussi besoin de choses. Mais comment concilier ça? Et finalement, je trouve que la démarche qui est. Alors, les choses évoluent, se transforment, y compris il y a 10 ans, 12 ans, le thème c'était le déjà là. Je note que maintenant c'est devenu le tout est là. Et encore mieux, tout est donné. C'est vrai, on va arriver à une espèce d'ébauche d'une forme de théorie qui me rassure parce que c'est ce que je veux au fond qu'il soit fait. C'est que soit donné cette parole à cette autre façon de considérer les choses que, je dirais, la violence ordinaire. Ça va? Alors, le deuxième point, c'est peut-être le mettre en relation avec ce que tu disais, c'est-à-dire les parcours et les voyages. Et au fond, quand Alain, tu parlais tout à l'heure de cette démarche dont tu auscultais avec beaucoup de précision, avec la force de tes mots, très articulée, pour bien disséquer la démarche, j'étais en train de penser, je me dis, alors qu'on essaie de se trouver deux idées, on va parler de cartes, quelqu'un de distingué, c'est pas les cartes, et en plus, c'était moi qui ai tiré au sort quand le premier à parler. Je dis, il faut que je parle, que j'ai l'air un peu intelligent pour dire quelque chose. Alors, j'avais une idée, les touches par rapport à la nature. Vous savez, prédire, c'est pas tout à fait facile. Parfois, on commence, on débarque. Par où on commence? Quel est le point de départ? Y a-t-il un point de départ? En tout cas, pour celui qui a raconté l'histoire, il faut un début. Alors, je vous emmène juste un instant à New York. Ou du moins, si vous préférez, à New Amsterdam. Puisque c'est une fondation hollandaise, j'ai envie de dire Manhattan, puisque c'est d'abord une île indienne, mais bon, on va se mettre à New Amsterdam en 1626, l'histoire commence, peut-être avec un petit peu de marche en 40. Il y a un point aujourd'hui, toujours visible, qui s'appelle le croisement de la ligne littorale et qui s'appelle Pearl Street, Pearl parce que les huîtres qui sont celles que les Indiens mangeaient, parce que la baie de Lyon était tapissée d'huîtres. Et trouvaient tellement de coquilles d'huîtres qu'ils l'ont appelé Pearl Street. Joli nom. Ça commence comme ça, en plein milieu, au plein cœur de la cité marchande et presque de la bourse. Et le carrefour de Pearl Street s'opère avec Wall Street. Et là, ça c'est un point. Là, mais qui est complètement, aujourd'hui, à presque 50-60 mètres, il y a 4 rues d'extension, de transformation du territoire, qui leur repoussent complètement. C'est toujours un point qui est extrêmement signifiant, parce qu'à cet endroit-là, précis, entre le mur qui protégeait la communauté des Hollandais, c'était exactement des Wallons, qui étaient arrivés les premiers, des Indiens qui n'avaient pas compris ce qu'ils voulaient bien vendre, on avait organisé un mur, et ce mur arrivait sur cette rue, et à cette rue, il y avait une espèce de point important qui était une sorte de pire, costage pour les bateaux. Et c'est ce point aujourd'hui qui est commande ou ne commande pas, j'en sais rien, mais non, c'est bon. En tout cas, on a un plein milieu de ça. Et ce point est extrêmement important. Et c'est le début de l'histoire. Et ce que je veux dire, c'est que cette observation très précise du territoire que je vous ai vu, que j'ai vu pratiquer avec une acuité incroyable, une sorte d'apport spécifique de ton regard à l'organisme contemporain, j'ai tenté d'appliquer au livre. Et ça marche très bien parce que on a une idée, c'est exactement quel est ce point de départ pour dérouler ensuite tout ce qui s'est construit autour. C'est-à-dire comment les choses sont toujours là, selon qu'on vient de comprendre que tout était donné. Alors, ça marche aussi à Rotterdam, puisque au fond, Rotterdam n'est qu'un dam, c'est-à-dire un barrage, ça va bien Rotterdam. Et sur ce point-là magique,
se déroule la vie autour. Et ça fait penser à cette thèse de Fritz Falcon, que tu connais, et qui dit aujourd'hui, malgré les bombardements, malgré tous les travaux, les inondations, tout ce qu'on peut faire en Rotterdam, tout est à sa place. Donc ça donne tout à fait contribution à votre histoire par rapport à ça. Et pour finir, je reviens à Nantes. Parce que Nantes, j'ai vu les transformations s'opérer, et j'ai vu ces fameux plans. Parce que j'ai eu l'occasion d'y travailler une fois avec les étudiants, puisque aujourd'hui nous avons la nouvelle école qui est sur l'île de Nantes, la Caton-Bassal, effectivement tout à fait emblématique de ce renouveau urbain que nous sommes en train de vivre. Donc, Nantes se produit de manière beaucoup plus forte. Une association entre le territoire et le apprentissage, pour revenir au projet. Et donc, on fait travailler nos étudiants de première année, de premier semestre maintenant, de première année, sur le territoire de l'île de Nantes. Alors, j'habite, enfin, je ne suis pas nantais, très bien nantais, je suis de 10 ans, pratique à peu près une années dans la ville, quand même. Là, je découvre comment les faire. Et je découvre comment ces fameux tracés, dont tu parlais tout à l'heure, très précis. D'abord, la précision, c'est l'échelle du pavé, qui fait 10 cm. Le pixel de l'île de Nantes, c'est ça. Donc, il est toujours dans le sens, et puis, quand il rencontre autre chose, il fait allégeance. Alors, il se décale, il y a tout un jeu. Mais, plus fort que ça, c'est se dire qu'à un moment donné, il y a eu une évolution aussi qui s'est passée, c'est-à-dire qui montre bien comment la transformation se fait par étapes, je vais terminer juste sur ça, en disant comment les fameuses halles de production des bateaux, qui est le début de l'histoire de l'île de Nantes, puisque si ont quelque part un élu moins sensible n'avait pas déclaré qu'on conserverait la mémoire au voyage de l'île de Nantes après le départ du bateau en 87, quand il a été élu en 89, Jean-Marc Ayrault prit la décision de restituer ce lieu à la mémoire de la ville. Et pour ça, on a transformé les halles. De quelle façon? Elle est devenue la maison d'un éléphant. Elle est devenue cet éléphant un élément d'activation d'un parc urbain, c'est pas un joueur, c'est un joueur pour les petits, même pas que pour les petits, mais c'est devenu un grand élément d'activation de tout le parc, 13 hectares en plein centre-ville, il faut quand même c'était l'esprit de vouloir le faire. Mais en tout cas, ces halles, je ne sais pas si ça comme ça, arrivent de façon un petit peu séquente. Parce que l'installation de ce bâtiment, par rapport à l'alignement du boulevard industriel, le boulevard Préréauduc du XIXe siècle, bon, sans doute c'est plus facile de le mettre là, donc c'est le travail, quoi, en clair. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que la large de cette halle a défini la largeur de la rue et des îlots que vous avez déterminés par tout à l'heure. Moi, je trouve que là, vous avez opéré vraiment un sens très actif de ce qui était déjà donné là. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que, je ne sais pas, l'éléphant ou quoi, peut-être laisser l'éléphant faire sa pérégrinations, sa libre visite au travers de ça. Mais précisément à ce moment-là, ça veut dire que comment Dominique, toi qui es à la fois dans ce lieu de diffusion et puis confronté à cette question dont parlait Patrick tout à l'heure à propos au fond du patrimoine de la grande ville, comment vous le situez par rapport à ça? Puisque quand on va à Lyon national, on voit plutôt des projets dont on n'imagine pas toujours le lien avec le territoire. Et quand on parle du Grand Paris, j'ai souvent l'impression qu'on ne parle pas de la ville que je parcours quand je prends le RER, le métro ou quand je vais d'un point à l'autre de la capitale. Donc cette ville réelle, on connaît les uns et les autres. Quand est-ce qu'elle s'invite finalement? À quel moment elle commence à s'inviter dans ces lieux qui sont sans doute au croisement très important de deux points tout à fait centraux dans Paris, on parlait à l'instant de Michel. La première maintenant, c'est son iceberg. Donc dedans, on trouve un certain nombre de choses, pas très importantes, des bâtiments en cours de réalisation, un peu l'histoire de la ville, une maquette parce que tout c'est toujours agréable à regarder. Mais en fin de compte, l'acte 1 que pose le pavillon, c'est de vous inviter à ressortir très vite et aller vous promener. Et qu'en fin de compte, ce qu'on vous aura montré vous permet simplement de regarder peut-être autrement, mais peut-être avec plus de plaisir et en tout cas avec plus d'attention,
qui est autour de nous. Et donc je rebouclerai immédiatement avec la raison pour laquelle nous sommes ici, puisque, comme l'ont dit tous les intervenants, l'acte d'attention porté par Alexandre Chemetov et toute son équipe est quelque chose qui aujourd'hui s'écoute et s'entend. Il le fait depuis longtemps. Je voudrais juste préciser un petit peu Rennes, puisqu'on en a parlé. Moi, j'ai commencé à travailler ma carrière d'architecte, j'ai une opération d'urbanisme à Rennes, j'étais très jeune, et j'ai vu arriver Alexandre Chemetov, 2 ans après moi. Donc on a vu chacun, on va dire, 3 km de rivière à traiter. Et puis je me suis dit, voilà, celui-là il est très très fort, donc moi je vais arrêter, puis je vais copier. Donc je vais demander la permission de faire comme lui, de reprendre les bancs, les lampadaires, etc. Mais ce que je veux surtout raconter, c'est à quel point ce travail d'attention, il allait jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on allait, par exemple, pas ensemble, mais on allait au salon d'immobilier, on écoutait ce que vendaient les commerciaux, et on allait expliquer aux commerciaux qu'en fin de compte, il ne fallait pas vendre des choses comme ça, et qu'un appartement de bonne qualité, c'était un appartement avec telle et telle caractéristique. Et que du coup, on revenait avec ça, et on demandait aux architectes de respecter telle et telle chose, si possible les salles de bain avec des fenêtres, des escaliers qui permettaient de voir la lumière, qui donnaient dehors. Enfin, des choses assez simples, pratiques, et très éloignées en fait de toute question esthétique. Et je voudrais vous inviter quand même à penser à cette dimension-là quand vous regardez cette exposition, parce que si on a donné tant d'importance au plan et à l'image, c'est parce que d'une certaine façon, on est dans un système de mode, et que, après tout, c'est joli et ça nous plaît, et donc on a oublié la carte. Et que, quelque part, le travail du pavillon d'Arsenal, c'est bien sûr de considérer que ces éléments de mode existent, on essaie simplement d'en montrer les différences. Donc on a une sélection qui est la plus ouverte possible. Et puis, au travers de tout ça, petit à petit, on dit, mais allez dehors, allez voir, et apprenez à regarder. Et qu'aujourd'hui, je parle d'une actualité très récente, puisque nous avons ouvert une exposition il y a quelques jours, on a pris rendez-vous avec la ville, et qui pour nous n'est pas une exposition mais une manifestation, puisque sur 650 hectares que sont les territoires du nord-est parisien, on a travaillé, on a arpenté le territoire, nous aussi, on est sortis de nos murs, de nos bureaux confortables, et on est allé voir les habitants, on leur a demandé s'ils accepteraient de nous dessiner leur carte du territoire. Pendant que nous, on dressait la carte savante, eux dressaient la carte sensible. Et ensuite, on a installé ces documents côte à côte au sein des espaces du pavillon, et donc aujourd'hui, on a une carte, qu'on appelle la carte sensible, donc une étude urbaine sensible, avec un habitant qui explique le territoire, qui explique son quartier d'une certaine façon, et autour on a mis les projets qui sont en train d'advenir dans ces quartiers. Donc c'est quelque chose qui surprend tout le monde, c'est très inhabituel, c'est très éloigné aussi des codes esthétiques, et là, le plan, qui est la représentation habituelle de la ville en train de se faire, est devenu une carte, au sens où nous-mêmes on a dessiné un document qu'on a présenté sur une surface relativement importante, puisqu'elle est sur 15 mètres carrés. Et sur ce document, on a dessiné chaque bâtiment de ces 650 hectares. Donc ceux qui existent, et puis ceux qui sont en cours de réalisation. On a mis les noms des rues, on a mis les endroits, on n'a pas mis les boulangers, etc. Mais si on avait plus de temps, on serait allé jusqu'à mettre la réalité de la vie. Et si vous passez par Paris, ça dure tout l'été. On a eu là, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose d'extrêmement étonnant. Tout d'un coup, ça appartenait à tout le monde. Et que quelque part, j'aime pas le mot la vie en train de se faire, parce que pour moi, la vie, elle se transforme en permanence. Je trouve que c'est un mot qu'il faudrait mettre de côté. Mais peut-être que les choses dont les sachants, on est censé s'occuper, on va dire, chacun la journée, tous autant, même si les petites, ils sont chez l'école, disent que lui, ils font très très attention, ils s'occupent quand même des choses, et beaucoup. Et ils aiment agir sur des choses. Quelque part, on s'est dit qu'avec cette façon de représenter les choses, on allait pouvoir partager. Et que ça allait donc être à tout le monde. Et que la question de l'esthétique, on la mettait de côté, en fin de compte, ça ne nous intéressait plus. Et que c'était la notion du partage qui venait devant. Et rien que ça, si vous voulez, c'est une sorte de révolution culturelle. Parce que tout d'un coup, on enlève la distance et on met à disposition de chacun quelque chose que l'on peut tous comprendre. Je pense que chacun d'entre vous, si on vous demandait de décrire l'endroit dans lequel vous habitez ou de dessiner, je pense qu'aujourd'hui vous seriez peut-être en difficulté pour le faire, mais si ça devenait quelque chose d'important, peut-être que demain ça serait fait, et peut-être les évolutions de la ville de Genève ou du canton de Genève seraient faites d'une autre façon.
Et alors le plus fort de toute cette histoire que je vous raconte, c'est que parallèlement, donc, nous on a travaillé sur le côté un peu scientifique de tout ça, et je me suis rendu compte que sans faire exprès, le territoire qu'on avait fixé pour nous comme étant notre territoire d'arpentage, donc 650 hectares, il était en fait la plaine historique de la Gaule ancienne, au temps de César. Et ça, c'était très surprenant, c'est qu'il y avait en fait quelque chose qui va du métro La Chapelle à la rue du Landy, et que cet espace-là, c'était l'époque du martyre de Saint-Denis, donc du critère des Francs, et c'était en gros toute l'histoire de la France. Et que cette plaine-là, on la décrivait dans ces temps anciens comme étant le lieu de tout. C'était vraiment le lieu de la France, entouré d'une zone inhospitalière, et donc en partie entouré de Paris. Et on n'a pas fait exprès, mais en même temps ça nous a enchantés, et je peux vous dire ça n'a pas enchanté que nous, ça a enchanté évidemment tous les élus qui sont venus, tous les habitants. Voilà. Donc je vais arrêter sur cette petite histoire, mais c'est juste que ça raconte assez simplement ce qui est en train de se passer. Donc cette révolution qui est Alexandre parlait de la métropole, c'est vrai que les villes ont eu la chance d'être dessinées, mais les métropoles, elles n'ont jamais été dessinées. Donc on parle beaucoup de la métropole, on va dire on va faire la métropole en train de se faire, etc. Mais la métropole, c'est jamais que le ville dans laquelle on habite, quoi. Donc, c'est le nom aujourd'hui, on l'appelle métropole, c'est branché. Alors il y a la métropole Lutener à Bordeaux, il y a le Grand Paris à Paris, il y a le Mégapole, il y a tout ce que vous voulez. Mais le fait est qu'au bout du compte, ce ne sont jamais que les endroits dans lesquels nous habitons, nous travaillons, nous circulons. C'est simplement qu'aujourd'hui, les métropoles n'ont jamais été cartographiées. Le territoire de Nanterre dont parle Patrick et Alexandre, il n'a jamais été représenté comme ils l'ont représenté vous l'avez dans l'exposition. Jamais. À tel point que quand on montre ça aux élus qui s'occupent de ça, ils n'arrivent pas à le regarder. Ils sont très inquiets. Et quand on le montre aux architectes, ils sont encore plus inquiets parce qu'ils disent qu'eux vont plus servir à rien. Puisqu'on en enlève en fait cette espèce de chose, c'était la distance qu'introduisait le plan. Voilà. Donc aujourd'hui, au sein de la vie des Parisiens d'urbanisme, puisque c'est effectivement quelque chose qui m'occupe beaucoup, on s'est mis en tête de dessiner la carte de tout ce qui est en train de changer autour de Paris. Donc des centaines et des centaines d'hectares. Et donc on s'est mis en tête de dessinant les trottoirs, les arbres, les bâtiments. Et ça est en train de devenir un document absolument incroyable que personne n'a jamais vu. Et ça permet à un élu qui est dans une commune, on va dire de la petite couronne, d'un coup c'est mais là aussi il y a des choses qui se passent. Ah bon, mais je ne savais pas. Mais c'est parfois à 500 mètres de chez lui, ou 1 kilomètre, donc une distance extrêmement petite par rapport à son point de vue de la métropole. Donc toutes ces choses dont on est en train de parler et ce qui est présenté dans cette exposition, elles ont à voir avec ça assez simplement. Voilà. Donc moi je veux dire quand même merci à Alexandre et Patrick. Merci pour... parce que moi ce qui m'intéresse beaucoup au fond dans ce que tu viens d'écrire, c'est la façon dont insensiblement Paris à cette limite du périphérique ne s'est pas aboli, mais d'une certaine façon, la ville devient s'étend ici et là, et que cette représentation est extrêmement attentive. À cette question sous-jacente, disant que le centre serait historique et que la périphérie ne le serait pas, est battue en brèche par l'idée qu'ici et là, on peut trouver sur ce territoire ce que tu racontais sur la plaine de France et la basilique de Saint-Denis et l'axe cargo parisien qui passe à la rue des Fillettes, etc. Au fond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins d'histoire, il n'y a pas moins d'histoire là ou là, et que ce qui est extraordinaire, c'est d'imaginer que cette émergence une sorte d'ensemble territorial dans lequel on aurait se lever cette triangulation de la France, enfin celle de Cassini, qui commence entre 3 points, c'est-à-dire le Luxembourg, le Parc-Montsouris et les Juifs, la pyramide de les Juifs, se mettant de part et d'autre pour lever la première carte précise de part et d'autre sur le méridien de Paris, donc de part et d'autre de la limite du périphérique, que cette première carte dressée qui va s'étendre comme ça sur l'ensemble de la France et qui donne cette mesure comme ça, elle est vraiment les limites qu'aujourd'hui
on est un temps fou à franchir d'une certaine façon, et qu'on franchit tous les jours aussi, comme tu le dis si bien, en habitant déjà cette métropole comme un fait métropolitain. Ce que je veux dire aussi, c'est quand même, au-delà de ça, c'est que la carte, elle gomme la différence, à condition qu'on s'y attelle un peu. Le plan, il a un peu plus à distance. C'est pas que un jeu de mots, parce qu'on n'est pas rentré dans l'histoire de la guerre et la planification, etc. Si vous avez un DVD, la planification, c'est une distance. Je vous programme, mais je n'ai pas les voir. La carte, je vous dessine, c'est un autre sujet. Et c'est considéré comme étant de mauvaise qualité, si on peut dire, en tout cas moins digne d'intérêt. Comme il est dessiné de la même façon, d'une certaine façon, il prend le même statut, automatiquement. Et ça, c'est de la magie de la carte. Et c'est ce que fait, je pense que c'est ce que donne à voir quand on regarde Saint-Étienne, pour l'exposition, quand on regarde le faisceau de Nanterre. Ce travail de représentation très fin et joliment dessiné sur des territoires qui sont souvent considérés comme étant pas dignes de regard, fait que tout d'un coup on les regarde et du coup ils existent. Mais c'est comme un être humain. Si vous avez quelqu'un en face de vous, un objet qui n'est pas digne de votre regard, il n'existe pas. Et qu'à partir du moment où vous apprenez à le connaître, vous apprenez à le regarder, et les choses s'enseignent et vous établissez une relation. Mais c'est de même nature. Il n'y a pas de différence avec ça. Tu parlais de Saint-Étienne, j'ai une autre anecdote ou un autre événement récent qui vous est arrivé. On interroge souvent, on est souvent interrogé par nos maîtres d'ouvrage pour les fameuses images dont je parlais tout à l'heure, en disant mais faites des images, non seulement ce que ça va donner, on aimerait comprendre. Et nous on leur renvoie la question en disant mais vous faites une carte du territoire sur lequel vous travaillez et vous avez la responsabilité. Et récemment, nous étions à Saint-Étienne pour une séance de concertation, un concert comme ça, qu'on a appelé carte sur table, justement, et dans lesquelles on est dans une salle un peu comme celle-ci, on met des tables, et puis sur dessus, il y a ce fameux plan guide de Saint-Étienne, enfin cet autre plan guide, et on le commente. Il y a un membre de chacun de l'équipe de maîtrise d'ouvrage, et un membre de notre équipe qui vient, qui explique, qui répond aux questions, et puis le maire de Saint-Étienne, son adjoint urbanisme, avec Alexandre, répond aux questions, partage des choses. Ça, c'est des techniques de communication, de partage du projet qu'on avait trouvé à Nancy il y a quelques années. Et quand on a dit à l'établissement public, puisque c'est l'État qui a pris en charge le développement, une grande partie du territoire et des revenus urbains de Saint-Étienne, qui est une ville assez frappée, disons, par une crise économique, et pas que très récemment, pas que depuis très récemment, on a demandé à l'EPA, mais ce qui évidemment serait très intéressant, c'est que vous dressiez la carte du territoire sur lequel vous travaillez. Et tout d'un coup, ils ont édité ça, ils ont fait un plan, une carte, ils ont collé pour l'instant, c'est le numéro 0, on va dire, c'est l'état 0 de la carte. Et en fait, tout d'un coup, apparaît un territoire qu'ils ne connaissaient pas, et surtout qu'ils ne connaissaient pas dans l'étendue qu'il représente. Et le directeur général de l'EPA, finalement, se rend compte que son territoire couvre plus de la moitié de la ville de Saint-Étienne et représente un territoire dans lequel vont se dérouler les 80% des projets qui vont se faire dans les prochaines années à Saint-Étienne. Et tout d'un coup, plus qu'une image, plus qu'une représentation un peu comme ça, figée, mais beaucoup plus aimable, évidemment, beaucoup plus directe comme ça dans son rapport et dans son expression, elle dit une chose terrible ou très positive, selon comment on l'apprend, sur qu'est-ce qu'on va faire de tout ce territoire. Et ce directeur général de l'EPA, tout d'un coup, il était un peu décontenancé par cette représentation de sa responsabilité vis-à-vis de la ville dans laquelle il doit travailler et intervenir. Aussi, finalement, les défis se superposaient de manière brutale à son territoire, support, sans qu'on en ait analysé les différentes notions, les différentes données qui les font quelque part. Et ça, je trouve que c'est une très grande qualité de démarche de ce que vous apportez. C'est la différence, en tout cas. Comme si c'était presque, je ne sais pas le mot, mais il faut aussi se donner un peu de slogan, la marche vers une architecture de la non-violence, quelque part. D'une sorte d'accord beaucoup plus grande entre le territoire et le projet. Je ne sais pas si c'est ça, mais moi je dirais c'est un peu, au fond, quel est le statut des dessins préparatoires à un projet. À quel moment se déroule le projet? De mon point de vue, le projet se déroule sur le chantier. Et de plus en plus, on est dans une culture où il faudrait que le projet se soit déroulé avant, pour que le chantier ne soit que sa traduction technique
opérationnel et d'une certaine façon qu'il ne se passe plus rien ou qu'il se passe un minimum de choses. Et chaque chose advenant, devenant terriblement dérangeant, perturbant, tout le monde voulant tout savoir avant que le chantier soit fini. Et si on admettait d'une certaine façon que tout ce qu'on prête, tout ce qu'on fait avant, ce sont des travaux préparatoires, comme la préparation d'une bataille, pour reprendre une expression sur le côté pacifique, mais une bataille qui n'aurait pas pour objet la destruction, mais la construction. Et qu'est-ce qu'on fait quand on prépare une bataille? On représente évidemment le terrain, on connaît sa géographie, ses courbes de niveau, sa topographie, les horizons, qui est vu, etc. Et puis on accumule comme ça du matériel. Et au fond, c'est un peu ça un chantier aussi. On prend connaissance des lieux, et celui qui a la supériorité, c'est celui qui connaît mieux le terrain. Donc la connaissance fine du terrain est indispensable. La représentation la plus fine possible de ce territoire et l'accumulation des moyens nécessaires pour faire. Encore faut-il qu'on puisse partager cette espèce de projet. C'est ce que Dominique dit sur le partage de la carte, qu'on puisse le faire avec nos maîtres d'ouvrage, c'est que les gens acceptent d'être un tout petit peu, comment dire ça, de partager l'inquiétude de la transformation. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, il faut aussi que cette inquiétude puisse être apaisée par la réalisation et par les preuves de cette transformation, mais qu'en même temps chacun puisse être invité dans cet événement. Puisque c'est un peu ça la question qu'on pose aussi dans l'exposition, par exemple quand on montre à Nancy les espaces témoins, en disant comment on va faire une rue. Pour faire la rue, on l'a fait véritablement. Et chaque service de la ville, les responsables, etc., sont mis à voir. Et chacun, la voyant en fait, pouvait imaginer comment allaient être les autres. Mais cette idée qu'il fallait conduire les choses pour pouvoir les comprendre et les partager, que d'une certaine façon, chacun avait à dire quelque chose. De la même façon, on a fait un appartement témoin pour la restauration de l'immeuble des deux plus grandes barres de France, à Beaulieu. Et on avait mis des prises de courant plaquées sur les murs d'un modèle un peu industriel, parce qu'on trouvait ça plus logique de ne pas refaire des saignées en plaques pour inclure de l'électricité. Et les gens qui ont visité ça nous ont dit, vous savez, vous venez de Paris, et pour vous ça va être sympa, ça fait un peu l'offre, ça, mais nous on ne veut pas des trucs comme ça. Nous on a envie de choses plus calmes, on ne veut pas que ça soit genre l'offre, on veut un appartement normal, parce que c'est assez particulier déjà en grande vie. On n'a pas envie d'être tellement désigné comme ça, comme habitant un endroit particulier. Et donc on a changé ça. Vous voyez bien que cette discussion, elle pouvait se tenir parce qu'on avait ouvert cette espèce de conversation. Et que chacun pouvait avoir un avis sur la pertinence de la position des prises de courant, des filets électriques et de leur position, ou de radiateurs au-dessus des fenêtres. Pour l'anecdote, un modèle qu'un bureau d'études nous avait dit de déposer absolument parce que c'était pas comme ça qu'on pouvait chauffer. Par hasard, on avait fait un des voyages justement pour l'île de Nantes et on avait été voir à côté de Berne Allen. Et dans Allen, exactement les radiateurs qui sont posés au haut du lièvre. On a fait des photos de ces radiateurs, on était rentrés, vous avez fait ça, ils ont les conservés. On a vu ça à côté de Berne, c'est magnifique. Enfin, ça pour l'anecdote, vous voyez quel espace ouvre le projet. Parce qu'on pourrait parler de la carte, comme si c'était une espèce d'abstraction territoriale. Et ce qui est intéressant, c'est cet espace qu'avait ouvert Charles Evelyn avec les puissances de 10, où on rentre comme ça à l'intérieur, en zoomant à l'intérieur et comme si ce mètre carré plancher était quelque part représenté sur la carte du territoire. Comme si on n'y avait pas cette différence d'échelle. Comme si ce dont on était en train de parler était aussi bien avec cette caméra qu'on a mise sur le toit de l'exposition, permettait de rentrer comme ça et de voir les gravillons sur le toit avec les abeilles qui butinent, et puis de se reculer comme ça et de voir le jet d'eau tourner un peu dans le Salem et la ville dans son entier. Comme si cette image
que chacun nous demande de produire, elle était effectivement là, mais elle était là dans cette traversée des échelles. Et que cette traversée des échelles, c'est celle qu'on a envie de mettre en œuvre finalement, et qui donnerait véritablement un droit de visite. Ce droit de visite dans lequel on pourrait rentrer par ces différents côtés dans la vie, sur cette idée comme ça des cartes subjectives et objectives, comme si la fabrication des choses était en vérité une sorte de livre ouvert, de carte ouverte, à l'intérieur duquel on pourrait accepter de mettre en danger nos certitudes. Parce que ce qui nous frappe beaucoup, c'est cette idée de la peur du changement. dont parlait Michel, avec les gens de son immeuble, d'un certain âge, il n'y a pas beaucoup que ça change. Parce que d'une certaine façon, ce changement annonce des choses terribles. Et donc, si on est capable d'introduire l'idée que on pourrait d'une certaine façon développer l'art du changement comme un art l'art de la transformation de la vie, des immeubles, comme un art de notre temps. Ça serait aussi une façon d'ouvrir cet art de la transformation dans l'espace public de la vie. C'est-à-dire de le proposer comme un sujet, non pas comme un moyen de parvenir, mais comme un moyen de partager et comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire une sorte de chantier ouvert au public, comme si cette transformation sortait d'une certaine façon des studios pour entrer dans la vie. Et c'est là où on peut faire ce parallèle finalement entre le cinéma de studio et le cinéma de plein air. Cette invention de la nouvelle vague qui sort dans la rue, avec l'image directe, son direct, et cette idée de l'architecture des images, et d'urbaniser les images, qui serait encore restée dans les studios. Et donc peut-être le progrès qu'on pourrait faire en ce début du XXIe siècle, c'est d'imaginer qu'on pourrait faire ce mouvement qui consiste à sortir des studios pour aller faire monter dans la rue finalement, pas descendre dans la rue, mais monter dans la rue, c'est-à-dire imaginer que l'architecture puisse devenir par ce biais-là un art public. Donc c'est d'une certaine façon naïve, mais revendiquée, le sens de ce droit de visite et de la conversation qui me